Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans le cadre des cours de la formation en sciences économiques et gestion, la licence à la faculté pluridisciplinaire de CEFI, nous avons le plaisir d'enchaîner avec le 4e chapitre qui est la préparation de l'audit et qui fait partie de l'élément de module l'audit. Lorsqu'on parle de préparation de l'audit, c'est que une fois l'auditeur est mandaté, il doit préparer sa mission d'audit. Sa mission d'audit, il consiste dans un premier temps à programmer la mission de l'audit en convenance avec les audités. Donc, le temps alloué, la logistique, savoir les différents sites où ils se localisent géographiquement, ainsi de suite. Aussi, savoir les conditions d'intervention du site lorsqu'ils seront au niveau du terrain, quelles sont les dispositions à prendre que l'auditeur il doit prévoir. Aussi, pendant cette période de l'audit, cette phase, l'auditeur il va recevoir les documents de la structure en question et il va réaliser un audit documentaire à distance. L'audit documentaire à distance, il consiste à se prononcer sur la traduction du référentiel en question par rapport aux éléments documentaires de la structure en question. Bon, dans un premier temps, les référentiels, ça peut être une norme comme l'ISO 9001 ou bien l'ISO 14001 ou l'ISO 18001, ainsi de suite. Ça peut être une procédure, parce que lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'audit d'une seule fonction. Ça peut être aussi un cahier de charge. Un cahier de charge à respecter. Ou bien un texte de loi de référence lorsqu'il s'agit, ou des textes de loi de référence lorsqu'il s'agit d'un audit légal. Donc, document légal. Donc, ce sont des documents externes que l'auditeur doit veiller à ce que leurs exigences soient traduites au niveau de la structure en question. C'est-à-dire, en interne, quel est le système documentaire qui régit le référentiel en question. Par exemple, dans le cadre d'un système management qualité, c'est les différents éléments du système documentaire. C'est le manuel qualité, les procédures générales, les procédures opérationnelles, l'information documentée et la documentation externe, en plus des processus. Donc le manuel, c'est un document qui résume l'ensemble des éléments d'un système. Les procédures générales, il prévoit les dispositions relatives aux différentes fonctions. Procédure opérationnelle, c'est un détail d'une tâche, une opération ou bien un aspect d'une fonction, une procédure générale. 4e niveau de document, c'est l'information documentée. C'est les documents d'enregistrement qui sont enregistrés, qui sont formalisés afin de prouver la traçabilité que la tâche ou l'opération a été exécutée dans les règles d'art. Nous avons aussi, en dernier lieu, les documents externes. Ce sont des documents qui sont élaborés
par des parties prenantes externes de l'entreprise et que le secteur ou le champ d'application doit tenir compte lors de l'audit. C'est le cas des exigences légales de différents textes de loi, par exemple le Code du travail, le Code général d'impôts, ainsi de suite. Les documents externes, ce sont aussi des documents qui sont élaborés par des clients, des fournisseurs que l'entreprise doit tenir compte pour le déploiement de ces clauses, de ces contenus. Aussi les documents externes, les documents qui sont relatifs à l'appartenance à un groupement professionnel. Par exemple, l'association professionnelle des cimentiers au Maroc. Donc, ils ont une charte et dans cette charte-là, il y a des différentes clauses, des exigences que les adhérents doivent respecter. Donc, nous avons une exigence de la traduction de ces contenus au niveau du système. Donc le système documentaire, il peut être schématisé par une pyramide renversée, une pyramide donc, où il y a le manuel, procédure générale, procédure opérationnelle, de l'information documentée et puis des documents externes. Ça, c'est au niveau de l'audit documentaire. Nous avons un autre niveau, c'est l'application au niveau du terrain. Donc, au niveau du terrain, lors de l'audit, la réalisation de l'audit, on va s'assurer de l'application. C'est pour cela qu'on dit il faut écrire ce qu'on fait et faire ce qu'on écrit. Donc, ce qui est prévu au niveau du système documentaire, est-ce que vraiment elle est appliquée au niveau de la réalité? Deuxième section, il s'agit de parler des déroulements de la préparation de l'audit. Déroulement de la préparation de l'audit, c'est que on va faire en sorte que on va en 4 phases préparer l'audit. Dans un premier temps, il s'agit des découpages du secteur à auditer. Donc, découpage du secteur à auditer, ce sont les différents éléments du secteur à auditer depuis l'amont jusqu'à l'aval. Donc, si nous prenons une fonction ou un processus comme exemple de l'approvisionnement et l'achat, par exemple, on peut prévoir 4 ou 5 éléments au niveau du découpage. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, nous avons la demande de la commande. Puis, nous avons choix du fournisseur. Puis, nous avons comme autre élément de découpage réception de la commande. Puis, 5e élément, c'est la question de résolution des problèmes. Résolution des problèmes avec le fournisseur. Lorsque nous avons des réclamations internes, des dysfonctionnements anomalies relatives à la fonction achat. Et puis, dans un dernier temps, nous avons la sélection et l'évaluation du fournisseur. Donc, lorsque je dis sélection du fournisseur, c'est le choix
a priori des fournisseurs avec lesquels l'entreprise va travailler. Lorsqu'on parle d'évaluation de fournisseurs, c'est a posteriori, lorsque l'entreprise travaille avec un fournisseur donné et il va l'évaluer selon l'historique des différents approvisionnements achats qu'il a réalisés avec lui. Ou bien carrément on peut avoir un audit des fournisseurs, comme on a dit au niveau du planning des audits, on peut auditer les fournisseurs. Dans le cadre de l'évaluation, c'est le cas des audits fournisseurs, surtout les audits des fournisseurs matières premières et consommables qui rentrent dans la fabrication du produit. Donc l'essentiel à ce niveau-là, il faut faire un découpage équilibré des différents éléments du processus audité. Il faut faire attention de partir depuis l'amont jusqu'à l'aval, sans oublier bien sûr les différentes interfaces aux différents niveaux. Donc les différentes interfaces, parce que la fonction ou le processus, il interagissent avec un autre processus. Nous avons dans une deuxième phase, c'est les risques éventuels. Les risques éventuels, ce sont des risques relatifs aux différents éléments du découpage. Et là, on peut appliquer pour identifier les différents risques de dysfonctionnement le diagramme d'Ishikawa ou bien diagramme cause et effet ou bien diagramme des arrêts de poisson. Donc, ce diagramme, il prévoit les dysfonctionnements et les anomalies selon les systèmes. Nous avons les moyens, nous avons la main-d'œuvre en tant que source de problème, nous pouvons avoir le milieu comme source de problème, nous pouvons avoir comme source de risques éventuels les différentes méthodes, ou bien la matière qui présente des dysfonctionnements ou anomalies, ou bien l'MIM qui est la dernière qui a été tenue compte au niveau du 6e, parce qu'on va parler du 5e, c'est le management. Lorsqu'on parle de management, c'est le pilotage et mobilisation. Donc, je peux avoir différents dysfonctionnements et anomalies. Vous voyez que c'est diversifié en tant que source des dysfonctionnements anomalies. Moyen n'existe pas. Moyen inadéquat. Moyen insuffisant. Moyen non optimisé. La main-d'œuvre, l'effectif, il est insuffisant. Main-d'œuvre non formée. Main-d'œuvre, il manque de rigueur. Les ressources humaines ne comprennent pas, par exemple, les dispositions des différentes procédures. Ou bien la main-d'œuvre n'est pas motivée. Les ressources humaines ne sont pas motivées, ils sont désintéressés et ils ne sont pas impliqués. Le milieu, les dysfonctionnements relatifs au milieu, c'est l'ergonomie au poste du travail, l'organisation au poste du travail, ce sont les différentes pollutions et nuisances, les accidents du travail et tous les dysfonctionnements et anomalies qui sont relatifs au milieu. On peut sentir de l'odeur, on peut avoir des vibrations, on peut avoir de la poussière, ainsi de suite. Méthode, les dysfonctionnements ou risques relatifs aux méthodes, une méthode n'existe pas. Parce que des fois, une tâche, il demande une méthodologie, comme l'évaluation des fournisseurs et la sélection des différents fournisseurs. Donc il doit y avoir des critères
bien établi des paramètres de coût, des paramètres de respect des délais, du volume, du respect de la qualité et les différentes prestations associées qu'il peut offrir un fournisseur. Nous avons d'autres types de risques, c'est relatif à la matière. La matière n'est pas disponible, la matière n'est pas conforme aux spécifications. La matière, elle a été altérée, ainsi de suite. L'incompatibilité de la matière lors du stockage, ainsi de suite. Lorsqu'on parle du dernier type de risque, management, c'est relatif au pilotage et mobilisation. Pilotage, c'est qu'il n'y a pas de stratégie pour une fonction donnée. Il n'existe pas, par exemple, des objectifs et des indicateurs de suivi de performance. Il n'existe pas de budget alloué. Les dispositifs de maîtrise des risques par rapport à un niveau de la fonction ne sont pas établis. La même chose lorsqu'on parle de mobilisation, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on déploie les différentes ressources pour atteindre les objectifs tracés. Donc, cas par cas, on va essayer d'analyser quels sont les risques qui sont éventuels par rapport à un aspect donné. Par exemple, demande de commande avec le moyen, de qu'est-ce que je peux avoir comme dysfonctionnement. Par exemple, je passe commande via une liaison avec le client et nous avons un problème de moyens de communication avec le fournisseur. C'est la question où le support pour passer la commande, il présente un risque. Vous voyez que les risques, je les exprime toujours en négatif. Absence de support pour passer la commande. Choix du fournisseur. Par exemple, si on essaie d'identifier, par exemple, un risque qui est relatif, un type de risque relatif à la main-d'œuvre, choix du fournisseur, la méthodologie n'est pas appliquée par le responsable achat. Donc là, j'ai manque de rigueur. Manque de rigueur par le responsable achat. La réception, comment la réception commande, par exemple, pour un risque lié au milieu de réception commande, nous avons remarqué que le moyen de transport, par exemple, est dans une situation qui manque de propreté. On ne peut pas réceptionner des sacs de farine pour une société qui fabrique des biscuits, alors que le camion, il est sale. Donc, saleté, moyen de transport. Moyen de transport. Résolution de problèmes avec le fournisseur, méthodologie, si je cite un dysfonctionnement relatif à la méthodologie, c'est que absence ou inadéquation d'une méthode de résolution de problèmes. C'est qu'il n'y a pas, par exemple, une méthodologie bien déterminée. Description des dysfonctionnements anomalies de la réclamation du fournisseur et, par exemple, nous n'avons pas des actions immédiates, nous n'avons pas des actions correctives, nous n'avons pas des actions préventives. Le groupe de résolution de problèmes n'est pas pluridisciplinaire, c'est l'affaire de quelques personnes, ainsi de suite. Sélection et évaluation des fournisseurs en la matière, par exemple, de management. Sélection, on peut citer par exemple inexistence des dispositifs d'évaluation de sélection de fournisseurs en tant que dispositif absent. Il est absent. Donc, dans ce cas-là,
le système de management, il n'a pas un dispositif de sélection et d'évaluation du fournisseur. Et là, c'est un élément du système de management qui manque. Ça peut être une non-conformité majeure lors de l'audit d'un système de management. Nous avons en troisième lieu les questions éventuelles. Questions éventuelles, je prépare la question relative au risque. Je suis en train d'investiguer pour poser des questions. Il y a des questions qui sont ouvertes. Est-ce que vous pouvez me présenter comment ça fonctionne, ce processus-là? Par contre, il y a des questions qui sont fermées et on attend des réponses qui sont binaires. Est-ce que le dossier de la personne X, il existe? Est-ce que la personne X elle a suivi la formation telle? Ainsi de suite. Puis, quatrième élément, c'est l'élément de preuve, à partir duquel je vais me prononcer sur l'observation et classifier le type d'observation. Est-ce que c'est rien à signaler ou bien une amélioration continue à apporter ou bien un simple écart mineur ou bien une non-conformité majeure. Donc l'élément de preuve, ça peut être ce que je dois voir physiquement, l'élément documentaire de traçabilité sur lequel je veux baser mon jugement, donc voir visuellement un stock physique. Deuxième exemple de traçabilité, c'est qu'il doit y avoir, par exemple, lors de la sélection du fournisseur, une certaine méthodologie de sélection d'un fournisseur donné. Par exemple, de la matière première, je cite l'exemple d'une minoterie, donc le fournisseur du lait peut avoir une sélection préalable et des évaluations qui ont a posteriori. Donc, en général, ce déroulement de préparation d'audit, dans un premier temps, on le fait à distance, mais avec l'expérience de la pratique des audits, on va le faire d'une manière qui est intuitive. Et on va le faire d'une manière tacite. Automatiquement, l'auditeur il va penser, c'est une méthodologie proposée que les auditeurs ils peuvent l'appliquer. Dernier élément au niveau de la préparation d'audit, c'est le programme d'audit qui doit être bien sûr élaboré en avant et envoyé à la structure qui sera auditée. Ce programme, il comporte la date, le type d'audit, les noms des équipes d'audit et une matrice qui comporte par exemple les différents éléments des référentiels, par exemple les sections des paragraphes de la norme ISO 9001, donc le 4.1, 4.2 jusqu'au 4.8 par exemple. Et on va faire en sorte que d'une manière exhaustive, on va passer en revue les différents paragraphes de la norme. Deuxième colonne, c'est l'intitulé du paragraphe en question, l'engagement de la direction. Par exemple, à la fin, action corrective, action préventive et amélioration continue, l'audit. Donc ça, c'est des exemples du deuxième colonne qui est l'intitulé du paragraphe. Du deuxième colonne. Troisième colonne, c'est l'horaire où elle est programmée et la date
le jour de l'audit en question. Et puis, la dernière colonne, c'est le responsable audité du secteur en question. Dans ce cas-là, il faut faire très attention. Ce responsable audité, il doit être compétent. En plus de ça, il doit avoir la responsabilité pour bien répondre aux différentes questions qui seront posées par l'auditeur. Donc voilà en général ce que prévoit, bien sûr, au niveau du programme, il faut prévoir l'accueil, il faut prévoir la réunion d'ouverture, il faut prévoir le temps et l'horaire du déjeuner et aussi le temps alloué pour la réunion de clôture. Donc ainsi on a terminé avec le chapitre 4 relatif à la préparation de l'audit. Je vous invite à la séquence suivante relative au chapitre 5 qui est la réalisation de l'audit. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et j'espère que ce cours il va vous intéresser. Et merci.